Et donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Toujours là. Et comme nous vous l'avions promis, voici donc les nouveaux locaux relookés. C'est une expérience nouvelle pour nous aussi. On est très impressionnés de parler dans des grands micros et assis et non pas avachis dans des fauteuils. Donc il va falloir qu'on trouve nos marques également. Ça fait très étrange. On est perdu. On est tout perdu. Voilà. Mais cela dit, je pense que ça fait une transition vers le monde actuel parce que le monde actuel, aujourd'hui, on va vous parler de ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Et je dois dire qu'ils sont tout perdus aussi. On se trouve aussi dans une situation nouvelle. J'espère de leur côté qu'il se résoudra aussi par le haut comme nous, mais ça n'a pas l'air de prendre ce chemin. Donc aujourd'hui, on va faire en fait une recension des deux principaux marchés, c'est-à-dire d'abord du marché américain, ce qu'ils ont fait cet été, les injections monétaires, ce que ça implique après au niveau mondial. On peut se poser la question de la crise actuelle en Ukraine et dans quelle mesure justement, les rapports avec la Russie ne sont pas dictés aussi par les problèmes monétaires dans lesquels les Américains se sont mis tout seuls comme des grands, ne le font-ils pas toujours ainsi ? Absolument. Et parallèlement aussi la guerre que cela peut amener avec le blé et les changements avec le monde sino-américain, enfin en tout cas les rapports avec la Chine. Et dans un deuxième temps, nous verrons les questions, la même problématique posée à l'Europe, à la BCE. Et que font les Allemands face à cela, sachant qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec une inflation qu'ils n'avaient pas connue depuis la réunification de l'Allemagne, ce qui leur pose quand même, a priori, des problèmes avec leurs fonds de pension et les taux réels négatifs. Donc je vais donner la parole à Charles maintenant, qui va commencer par une très belle parabole sur les singes et les banquiers centraux. Ah oui. Je trouve que c'est une bonne façon d'entrer en matière. Voilà, c'est une vieille histoire. J'avais lu il y a bien longtemps une étude sur des singes qu'on mettait dans une cage. Et dans cette cage qui était très grande, il y avait des fruits, il y avait des sucreries, il y avait tout ce que vous voulez en haut de la cage. Et quand les singes allaient dans le haut de la cage, il y avait des jets d'eau glacée qui se déclenchaient, des sirènes, des machines à leur taper dessus. Donc au bout d'un certain temps, même le singe le plus crétin n'allait plus dans le haut de la cage. Puis on fait rentrer une deuxième série de singes, 5 ou 6 singes nouveaux, qui évidemment se précipitent vers le haut de la cage, et les autres singes leur mettent une raclée, en disant non mais ça va pas, on n'y va pas, et tout, sans que les deuxièmes comprennent pourquoi. Donc, voilà. Mais enfin, personne ne va là-haut, puisqu'ils se font taper dessus avant. Puis au bout d'un certain temps, quand tout le monde a bien appris la leçon, on fait sortir les premiers singes, ceux qui se sont fait taper dessus, et on laisse que les deuxièmes. Et on fait rentrer une troisième série de singes. Et à ce moment-là, les deuxièmes tapent sur les troisièmes. Alors qu'eux, ils n'ont jamais reçu l'eau froide, ils leur tapent dessus, ils leur mettent une raclée. Et j'ai toujours pensé que c'était une excellente analogie pour les banquiers centraux. C'est-à-dire que les banquiers centraux, jusqu'à tout récemment, il y avait toute une série de choses dont tu savais qu'il ne fallait pas qu'ils les fassent. C'est-à-dire d'imprimer de l'argent comme des fous, de financer le déficit budgétaire, tout ça. Et puis, sous l'influence des États-Unis et de l'Europe, ça fait maintenant un certain nombre d'années, 4, 5, presque 10 ans, que les États, les banquiers centraux, se sont mis à faire tout ce qui était interdit. Ils ont été bouffés les fruits là-haut, quoi. Et je crains un petit peu, si vous voulez, que les jets d'eau glacée, les coups dans la gueule, ne soient en train de commencer, quoi. Il va peut-être falloir apprendre à toute une génération de banquiers centraux ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'avais un vieil ami qui avait été le gouverneur de la Banque des règlements internationaux. Vous savez, c'est la banque centrale des banques centrales qui est à Bâle. Et je lui ai demandé un jour, quand il avait pris sa retraite, parce qu'avant il disait rien, quel était le pire des banquiers centraux. Il s'était marré, il m'avait dit, c'est celui qui a une fibre sociale. C'est-à-dire que le rôle du banquier central, c'est pas de s'occuper, c'est que la monnaie garde sa valeur. Le reste, c'est pas son boulot, c'est la politique. Et on a maintenant des banquiers qui non seulement ont des fibres sociales, mais ils ont des fibres écologiques, ils ont des fibres humanitaires, enfin bref. Eh ben, ça veut dire qu'ils vont se servir de la monnaie pour faire n'importe quoi, et c'est peut-être ce qu'on est en train de voir arriver dans les marchés. Voilà, alors effectivement, dans le papier que tu as commis il y a 2 semaines, tu parlais de l'accroissement de la masse monétaire
qui, aux États-Unis, alors normalement, tu disais que la masse monétaire, qu'on appelle généralement M2, pour ceux qui connaissent et qui font, voilà, traditionnellement aux USA, elle était équivalente, cette masse monétaire, à la moitié du PIB US. C'est-à-dire qu'elle tournait 2 fois dans l'année. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie. Donc, ça tournait 2 fois dans l'année. Prenons un dollar qu'on aurait marqué d'une croix rouge, il circulerait 2 fois dans la même épicerie dans l'année, ça nous donnerait la vélocité annuelle de la monnaie. Donc cette masse monétaire, c'est-à-dire l'impression totale de vos billets, c'était la moitié de la masse monétaire. Donc arrive la crise de 2009, arrive la crise européenne de 2012-2014. Arrive la crise du Covid. La crise du Covid. Et là, on se retrouve avec une masse monétaire qui est de 9 milliards de dollars de monnaie excédentaire qui ont été créés depuis... 9 000 milliards de 9 dollars. 000 milliards, pardon. 9 milliards, ce serait une plaisanterie. 9 000 milliards de dollars. Qui ont été créés depuis 2015. C'est-à-dire excédentaire. C'est-à-dire que, grosso modo, on a créé... mettons que le PIB soit monté de 4 000 milliards de dollars sur cette période, ben on a créé 13 000 milliards de dollars, et donc il y en a 9 000 qui ont été créés pour rien, enfin qui sont là, qui se baladent. Voilà, alors là, normalement, on va vous montrer un petit tableau, où vous allez voir une grande courbe. Un petit graphique, petit graphique, où vous allez voir le PIB américain, et avec la création monétaire, qui va être amenée à 32,48 trillions, donnant la notion de masse monétaire excédentaire. Non, je le donnerai pour qu'il soit inclus. Donc tout cet argent a été mis où, une fois qu'il a été créé ? Alors, au début, si vous voulez, quand il y a trop d'argent dans le système, ce qui se passe, il très souvent... il se passe que Cantillon, qui était un grand économiste irlandais qui a fait fortune au moment de l'affaire de l'off aux États-Unis, la grande spéculation, rue Quincampoix à Paris en 1710, là, on appelle l'effet Cantillon, c'est-à-dire plus on est près de la masse monétaire, plus cet argent arrive vite. Or, ce qui est le plus près de la banque centrale, de la masse monétaire, c'est les marchés financiers. Donc, s'il y a beaucoup trop d'argent qui est imprimé dans le système, au début, cet argent va au système financier. Au système financier, c'est-à-dire que les taux d'intérêt baissent et le cours des actions monte. Et tout le monde est très content. C'est-à-dire que les systèmes financiers, c'est un peu des radis, ils sont toujours près du beurre. Ils sont toujours près du beurre, voilà, c'est ça, c'est comme le parti radical, quoi. C'était... et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on a des hausses, en général, assez fortes, des marchés financiers, et tout le monde est très content. Mais de l'immobilier aussi. Mm-hmm. Donc tu penses que cette injection monétaire, en tout cas aux États-Unis, soutiendrait un marché immobilier spéculatif ? Évidemment, puisque les taux d'intérêt sont trop bas et qu'il y a trop d'argent. Donc ce que tu fais, c'est que tu empruntes de l'argent, tranquillement, et tu t'achètes une maison, en te disant ça vaudra toujours quelque chose, ce truc. Donc là, j'ai toujours dit en plaisantant que le marché financier, c'était pas difficile du tout, ou l'immobilier d'ailleurs. Il faut savoir s'il y a plus d'argent que d'idiots ou plus d'idiots que d'argent, quoi. C'est la vieille plaisanterie. Et pendant un grand moment, on a eu beaucoup plus d'argent que d'idiots. Et alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps ? Et c'est là où ça commence à sentir le renard. C'est qu'il y a un certain nombre de prix qui commencent à monter, qui ne devraient pas monter. Du style, quel genre de prix ? L'énergie. Ah, l'énergie. L'énergie, et comme je l'ai toujours expliqué, l'énergie, c'est de la liberté frappée. Mm-hmm. Et les gens ne se rendent pas compte, mais ils parlent des matières premières, le pétrole étant une des matières premières. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le chiffre d'affaires du pétrole est supérieur au chiffre de toutes les autres matières premières mises ensemble, largement. C'est-à-dire que c'est la seule qui compte. Ce qui se passe dans le cuivre, ça peut être embêtant, ou le nickel, ou le blé, mais le seul qui compte, c'est l'énergie. Et donc, le prix du pétrole, qui était au plus bas il y a 3 ans, à 20, ou même il est tombé négatif un jour, aujourd'hui on est en train d'arriver à 100. Il a été multiplié par 5 en 3 ans. C'est inimaginable. Donc, c'est une hausse des impôts sur les petites gens, sur tous les gens pour lesquels l'énergie est importante. Ça veut dire une baisse du niveau de vie. Donc il faut bien comprendre, et c'est une deuxième image que j'aimerais expliquer, c'est que les marchés financiers, c'est un peu comme une éponge à liquidité. Quand il y a trop de liquidité, ils se gonflent, et puis un jour, où il y a une pénurie de liquidité, ils se dégonflent pour ramener la liquidité dans les gens qui en ont vraiment besoin, quoi. C'est donc une espèce d'éponge ou la surface d'un ballon dans lequel vous soufflez. Vous savez, ça se développe, puis ensuite ça se recontracte. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'énergie en elle-même, c'est une énorme pompe à liquidité. C'est-à-dire que quand on consomme 100 millions de barils par jour,
Et quand le pétrole est à $20, ça vous fait 2 milliards de dollars par jour d'utilisation. Puis il y a 100 jours de stock, donc ça vous fait quoi, de 200 milliards de dollars dans les sacs de pétrole. Si ça passe à 100, ben ça fait 1000 milliards de dollars, donc ça a absorbé 800 milliards de dollars de liquidités excédentaires. Donc la liquidité se fait bouffer aussi dans les prix de tous les jours, le blé, la bouffe, les mobiliers, les loyers. Donc, et ce qu'on appelle l'inflation. Oui. Et donc les prix montant, ben, la liquidité disponible dans les marchés financiers baisse, et il commence à refluer de la liquidité, c'est-à-dire que les gens ont besoin de leurs fric, ils vendent leurs actions ou leurs obligations. Et c'est là qu'on a les grands bear markets. Donc les bear markets et les bull markets, c'est une affaire de liquidité qui augmente et de liquidité qui diminue. Et il me semble qu'un peu partout dans le monde, on est en train d'arriver à une période où la liquidité va diminuer. Est en train de diminuer. Alors, le problème avec ces liquidités qui diminuent, il y a aussi l'influence des taux réels. Les taux réels, pour l'instant, sont négatifs. Ils sont manipulés. Manipulés, évidemment, parce qu'un taux réel laissé tranquille tout seul... il aurait du mal à être négatif. Il aurait du mal à être négatif, puisque c'est un non-sens. Oui. Voilà. Donc, là, on se retrouve dans une situation inflationniste avec des taux... Des taux qui sont encore très bas. Mais pour résoudre l'inflation, il n'y a pas d'autre solution pour arrêter l'inflation que de faire monter le prix de l'argent, où la vélocité de la monnaie va baisser, les gens vont le garder chez eux, quoi. Ce qu'avait fait Volcker à l'époque. Ce qu'avait fait Volcker en 1979 ou 80. Voilà. 80, donc 80. Ça avait été un peu sanglant sur les marchés à l'époque, sur les marchés obligataires en particulier. Sur les marchés obligataires, il y avait eu des couvertures. On était passé de... Attends, bouge pas, je te dis des bêtises, mais si mes souvenirs sont exacts, littéralement en un an, on était passé de 8% sur les obligations américaines à l'époque à 15%. Donc, un bear market inimaginable sur les obligations. Donc, parce qu'il faut bien se rendre compte que le taux d'intérêt, c'est ce qui arbitre entre l'offre et la demande d'épargne. Bon, si d'un seul coup, l'offre d'épargne baisse parce que de plus en plus de la liquidité va dans le pétrole, dans la bouffe, etc., le taux d'intérêt doit monter, puisque il y a de moins en moins d'épargne, la demande reste la même. Donc, automatiquement, les taux d'intérêt montent. Et en général, ça veut dire que ça ne se passe pas bien dans les marchés, quoi. Ça se pète la gueule. Donc on est à un moment critique où beaucoup des travaux qu'on fait ici semblent montrer qu'on a un grand basculement de la liquidité de trop à pas assez. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, je dis aux gens, ayez des obligations chinoises, ayez de l'or, parce que vous ne savez pas trop comment ça va. Indépendamment du fait que tu sois payé par le gouvernement chinois pour dire bien ça. Entendu. D'ailleurs, pas assez cher. Ouais. Voilà, d'ailleurs, on le dit au politburo chinois, là, il faudrait nous augmenter parce qu'on a fait du bon boulot. J'espère que vous avez acheté. Et encore une fois, je vous prie de m'excuser dans les commentaires, vous êtes nombreux à demander comment fait-on pour acheter des obligations chinoises, des obligations russes. Je ne peux pas vous le dire. En revanche, encore une fois, je peux vous dire d'aller sur le site de l'Institut des Libertés où des personnes donnent des solutions qui sont les leurs. On peut vérifier avec leurs adresses IP. Voilà, donc nous ne pouvons pas, suivant la réglementation française, vous recommander quoi que ce soit, de précis. Après, bien sûr, vous avez des sites comme Boursorama et ainsi de suite, et là, vous pouvez faire vos propres recherches et voir vers quoi ça vous amène. Mais en précis, on ne peut pas vous dire quel courtier ou où aller acheter ces actions, ou aller acheter de l'or, même remarque. Voilà. Donc là, tu m'avais écrit quand même que 80% des dollars qui avaient été créés depuis le début de l'histoire des USA l'ont été dans les 20 dernières années. Ça fait quand même un peu peur de se dire que cette inflation monétaire est aussi récente et on se demande qui est au pouvoir. Parce que là, on est obligé de se dire, mais enfin les gars, qu'est-ce que vous foutez ? Je te dis, c'est les singes ils n'ont pas cru, parce qu'il y avait toute une série... Ils n'ont pas été éduqués par leurs parents, c'est des singes C'est des singes à qui on n'a pas mis des claques quand il fallait, quoi. Oui, c'est ça, les parents étaient occupés ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Non, c'est tout à fait ça. Une petite fête, enfin, ils ne s'occupaient pas de leurs enfants, qui s'élevaient tout seuls. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne faut pas oublier un truc aussi qui est extrêmement important. C'est que la profession d'économiste est ainsi faite que vous trouverez toujours un économiste pour vous recommander une connerie. De toute façon, on part du principe que les économistes ont été inventés pour permettre aux astrologues d'avoir l'air sérieux. Voilà, exactement. À partir du moment où ces gars-là se sont mis à imprimer de l'argent, il y a toute une série d'économistes qui sont sortis de nulle part, qui ont commencé à expliquer qu'imprimer de l'argent, ça n'avait aucune influence sur l'inflation.
Bien sûr, parce Noël. Mais enfin, ça marchait très bien. Et donc, ils l'ont fait pendant 3-4 ans. Et pendant 3-4 ans, ils ont eu du pot parce que pendant qu'ils imprimaient de l'argent, imaginez-vous, pour des raisons différentes, le prix de l'énergie baissait. Donc, l'indice des prix de détail ne montait pas puisque l'énergie baissait. Et ils disaient, voyez, on peut imprimer de l'argent sans qu'il y ait de... On fait du ruissellement. On fait du ruissellement. Et puis, pas du tout. Quand le prix du pétrole se met à monter, on se rend compte qu'à ce moment-là, ça commence à cartonner. Et maintenant, on a une inflation, je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'en Allemagne... Alors attends, parce qu'on va venir, là on est aux US. Les prix de gros en Allemagne sont au-dessus de 20% d'une année sur l'autre. En Allemagne, 20%, ça me fait rigoler quand on me dit que l'inflation en France est à 2,5, quoi. Je suis admiratif. Non, il est certain en plus que sur des produits d'importation de matières premières comme le bois, mon frère qui est en train de construire une maison au Canada, ils ont été obligés de renégocier pratiquement la maison parce que le bois avait triplé en l'espace d'un an. Et le type était obligé de déposer son bilan, sinon pour la construction. Il avait fait sur la base d'un prix X au mètre carré, et puis il se retrouve avec il doit acheter 3X le bois, donc... voilà, donc c'était pas possible. C'était pas possible, c'était cuit. Donc on se retrouve là aussi avec une dette américaine qui atteint le chiffre astronomique de 30 000 milliards de dollars. 34 000 milliards de dollars, ce qui est... Sur une duration moyenne de 4 ans, ce qui est assez court, parce que normalement, une dette, c'est plutôt à 10 ans. C'est entre 7 et 10 ans, une dette d'État, parce que... Alors pourquoi elle est sur ce temps court? Parce qu'elle avait déjà couru pendant 4 ans? Non, c'est qu'ils ont émis à la place d'émettre... Quand les taux d'intérêt sont très bas, si la trésorerie américaine était bien gérée, on émettrait des obligations à 20 ans. Comme ça, on se dit, les pauvres couillons qui l'achètent, ils vont être spoliés pendant 20 ans. Mais comme les types ne sont pas complètement idiots, quand ils savent qu'il y a un risque inflationniste, il n'y a pas de demande pour le 20 ans. Donc ce qui se passe, c'est qu'on vend des trucs à 3-4 ans, le type se dit, moi je vais porter ça pendant 3-4 ans à perte, puis ensuite je le réinvestirai en gain. Donc plus les craintes inflationnistes sont fortes, plus les acheteurs de dette ont tendance à demander des durations très courtes. Donc, là, tu peux te dire que toute hausse des taux d'intérêt se répercutera très vite sur le service de la dette. En 4 ans, c'est-à-dire que 34 000 milliards de dollars Attends, on va faire des calculs compliqués, parce que les chiffres deviennent tellement gros que j'ai du mal à me mettre ça dans la tête. 34 000, alors 1%, ça fait 340 milliards. Bon. Donc, c'est-à-dire que 1% de taux d'intérêt, c'est 340 milliards de dollars de charges de dette en plus. Et un an après, 600 milliards. Non, 300 000. Sur 4 ans. Donc, sur 4 ans. Donc, la première année, ça fera, mettons, 85 milliards. Mais ensuite, il faut rajouter les déficits budgétaires suivants. Donc, on peut dire qu'en 4 ans, le service de la dette aux États-Unis va augmenter au minimum de 400 milliards de dollars. Et je crois que c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du déficit budgétaire. En tout cas, ça doit être, je dis peut-être des bêtises, mais ça doit être à peu près le budget de la défense aux États-Unis. Donc ils vont se retrouver dans un truc abominable. Qui va leur acheter ça? Et donc c'est là où est le piège. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce papier d'ailleurs. C'est que la Banque centrale nous dit, bon, comme l'inflation arrive, je vais monter les taux. Mais elle peut pas. Si elle monte les taux, elle va foutre l'État en faillite. Donc elle est en train de nous dire, je vais monter les taux, mais elle va rien faire. Elle peut pas. Elle peut pas monter les taux. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir des paroles verbales et qui vont continuer à imprimer de l'argent. Ce qui veut dire que l'inflation va continuer à monter. Oui, et alors là, sur le panier de la ménagère, tu avais calculé qu'on était déjà à 13%, enfin ça c'était il y a un mois, donc on doit être à 15%. Et ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, quand les internationaux vont se rendre compte que l'inflation est vraiment durable aux États-Unis, il est probable que le dollar va se viander de façon épouvantable. Alors, dans ce papier-là, justement, tu disais, il y a monter les taux, faire semblant de monter les taux. Qui semble être la seule chose qu'ils puissent faire. Ou, troisième scénario dont on a du mal à mesurer les risques, quand les incompétents au pouvoir se rendent compte qu'ils sont coincés, la tentation est grande de se laisser aller par une petite guerre, exemple colonial grec, généraux argentins, Saddam Hussein, enfin... Voilà, de trouver quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être pas s'étonner. On appelle ça le Mississippi Shuffle quand tu joues aux cartes, c'est que tu fais du bruit ici pendant que tu tentes une action là-bas. Voilà, c'est ça, tu fais brrr, et puis... Voilà, et là, il y a des trucs, voilà, c'est pou pou pou, et pendant ce temps-là, tu bouges tes cartes là-bas. Et donc, je me demande si on n'est pas en train d'assister à un énorme Mississippi Shuffle avec ce brave Poutine. On l'a emmerdé tant qu'on a pu.
Mais en même temps, c'est très embêtant d'agacer un gars comme Poutine quand c'est lui qui a toutes les cartes en main. Ça, si tu veux, si je devais choisir quelqu'un agacé, c'est pas celui qui me viendrait. Je prendrais pas ça tout de suite comme meilleur choix d'agacement. Mais non, c'est pas le gars. Et en plus, pour une raison très simple, et on revient à un problème dont on a souvent parlé ici, c'est que la Russie, je crois, est le premier producteur d'énergie au monde, entre le gaz et le pétrole. Donc, si vraiment on casse trop les pieds à Poutine en Europe en lui mettant des sanctions, en le sortant de SWIFT, vous savez qu'il y a le système des paiements internationaux qui est l'arme ultime, et bien à ce moment-là, il dit vous voulez pas me mettre dans SWIFT, moi je vous vends plus mon pétrole. Et à ce moment-là, l'Europe s'arrête net. Il n'y a plus rien. Donc, c'est complètement idiot d'aller défier un gars c'est-à-dire que qui peut faire t'arrêter toute ton économie, quoi. Stratégiquement, tu regardes avant de lancer ta... Quelles sont les armes du gars en face ? Oui, voilà. Ton action, ton ouverture de jeu, contre qui tu joues, et ce qu'il a en main. Ce qu'il a en main, c'est la possibilité d'arrêter l'Europe, et de ce fait, l'économie américaine. Et alors, moi, il y a ça, et beaucoup de gens me parlent aussi du blé. Alors, c'est-à-dire du fait que nous soyons devenus, même si tout à l'heure tu disais qu'en termes de matières premières, par rapport au pétrole, ça représentait moins de choses, mais enfin ça représente quand même les estomacs des gens, et qui tient l'estomac, tient quand même... C'est tout à fait vrai, et en plus on sait très bien que chaque fois que le prix du blé a monté fortement, on a eu des émeutes et des révolutions en Afrique du Nord. La révolution française, c'était le prix du blé. Et en Afrique du Nord, là, depuis 50 ans, ou en Égypte, c'est toujours là, parce que quand il n'y a plus de blé, donc... ça met en risque la hausse du prix du blé, parce qu'il faut oublier que l'Ukraine et la Russie sont des très gros producteurs de blé. Ce qui est bien quand il y avait l'Union soviétique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à produire, parce que ces gars-là, dans le Sahara, il y aurait une pénurie de sable. Mais maintenant que c'est à peu près réglé, qu'il y a des vrais entrepreneurs là-bas, ils sont des très gros exportateurs agricoles. L'Ukraine nourrissait le monde entier au 19e. Et alors nous, comme nous avons eu des quotas européens sur notre production de blé avec des marges qui ont été baissées pour nos agriculteurs... Et sur des blés de mauvaise qualité. On se retrouve à être en fait dans le rouge en production de blé et devoir acheter à l'extérieur ce qui ne s'était jamais produit. Je ne sais pas si c'est vrai pour la France, mais en tout cas pour l'Europe. C'est la première fois qu'on achète en matière agricole. En matière agricole, mais je ne sais pas pour le blé. Alors je ne sais pas pour le blé, mais si on achète... Mais pour le produit agricole, on est déficitaire. Donc on se retrouve dans un monde... Mais alors on va se retrouver avec des tas de problèmes. Par exemple, il y a toute une série de produits agricoles, comme les tomates. Le plus gros producteur mondial, je crois que c'est la Hollande. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des espèces de serres immenses qui chauffent. D'ailleurs, leurs tomates sont dégueulasses, mais enfin, ça c'est un autre truc. Et donc, si le prix de l'énergie monte, ça va plus être rentable de faire des tomates. Donc, on va avoir une pénurie de tomates, parce qu'avant qu'on fasse des tomates à Avignon, au prix, ou alors le prix des tomates va monter comme une fusée. Donc, il y a toute une série d'effets. C'est ce que disait Bastiat, qui était un grand économiste. Il faut toujours réfléchir à ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire, à ce qu'on voit et à ce qu'on ne voit pas. Et il y a toute une série d'effets secondaires des politiques qui ont été suivis depuis des années qui commencent à arriver maintenant. Et c'est là où on risque d'avoir des surprises désagréables, parce qu'on ne sait pas où sont les loups. On ne sait pas où sont les cadavres. Et je suis sûr que les cadavres, après toutes ces années de spéculation, il y en a plein les placards. Mais pour l'instant, ce n'était pas difficile de financer des cadavres dans les placards à 0% d'intérêt. Oui. Parce que, En fait, ce qui se passe aussi, et si vous avez regardé l'émission sur Schumpeter, vous savez de quoi je parle, c'est que les taux zéro ont empêché d'avoir ce qu'on appelle la création destructrice de Schumpeter, et donc quelque part de nettoyer les marchés de tous les canards qui ne devraient pas être au milieu des cygnes. Et on se retrouve avec un certain nombre de canards. Et là, on ne sait pas qui sont là, et on ne sait pas lesquels c'est. Et on ne sait pas lesquels c'est. Et le plus gros, à mon avis, c'est l'État français, mais on pourra en parler. Ça, c'est un très très gros canard, mais le problème, c'est que... c'est ça l'horrible, parce que l'État italien, il s'est un petit peu réformé, ils ont un excédent primaire, ils ont des excédents extérieurs, mais nous, on a un déficit primaire, c'est-à-dire qu'on emprunte pour payer les intérêts sur la dette passée, en plus, et on a un déficit extérieur. Donc, on est vraiment dans une situation de faillite, quoi. Et donc, si les taux ne sont plus à zéro, on va ramer. Hein. Alors justement, transition toute trouvée, passons à notre chère vieille Europe. Donc, je vais vous montrer un graphique
sur ce que Charles appelle, ce qui s'appelle, c'est pas toi qui l'appelle comme ça, l'écart des taux. Ou le spread. Et alors, vous allez voir, les crises sont marquées. Vous allez avoir en début la grande crise financière de 2008. Vous avez ensuite le fameux Whatever It Takes de Draghi. Vous avez la crise italienne et la crise du Covid, donc 2020, petite hausse 2021. Et en fin de comète, donc, qui arrive, l'inflation en Allemagne à 1,65. Et cette ligne noire marque l'écart des taux qui passe, quand elle passe au-dessus de la ligne bleue, c'est la moyenne mobile à 12 mois de cet écart des taux. Donc là, on est repassé... On est repassé au-dessus de la moyenne mobile. Et la différence entre cette crise de la zone euro et les précédentes... Elle est très importante parce que dans les crises précédentes, c'était toujours un État périphérique qui prenait la gamelle. C'était la Grèce, c'était l'Italie, c'était l'Espagne, voire la France. Et les Allemands sont toujours prêts à se battre jusqu'au dernier Français. Mais la grande différence, c'est que cette fois-ci, le pays qui est le plus inflationniste, pour des raisons évidentes, c'est l'Allemagne. Et donc, c'est l'Allemagne qui est au cœur de la crise aujourd'hui, avec une inflation qui est à près de 5%. Ce qui, pour les Allemands, c'est verboten. On rigole pas avec l'inflation. Donc, ça veut dire... Ils en avaient demandé un petit peu, parce que quand on en avait parlé avec Markus Kerberg, vous en avez parlé tous les deux, il avait dit, écoute, très nettement, les Allemands demandent de l'inflation, mais c'est le principe du dentifrice une fois qu'il est sorti du tube, c'est que va le remettre dedans. Donc, ils voulaient un petit peu d'inflation, 2-3% pour avoir un petit peu de moelleux, et sauf que... Ils voulaient être à moitié enceinte. Voilà, et c'est un vieux truc. C'est un concept un peu difficile, et là, il va falloir remettre le dentifrice, et alors surtout une inflation de 2-3% en Allemagne, ça fait du 7% chez nous. Non, aujourd'hui, c'est un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que eux, ils sont à 5, et nous, on est à 2,5 parce qu'on manipule tout, mais il y a des pays comme la Lituanie, là-bas dans le nord de l'Europe, qui sont à 7 ou à 8. Donc, l'inflation maintenant, parce que si les États-Unis ont augmenté leur masse monétaire, l'Europe l'a encore plus augmenté. Ah oui. On n'a fait que ça. Si vous voulez, la masse monétaire en Europe a cru dans des proportions mais inimaginables depuis 2012 à peu près. Bon. Pour sauver l'euro, on a imprimé de la monnaie. Donc on a détruit la valeur de l'euro. Mais ce qu'on n'a pas compris en faisant ça, c'est qu'en mettant les taux d'intérêt négatifs, on mettait en faillite tous les fonds de pension qui ont comme actif des obligations d'État. Oui, parce que c'est ce que tu expliquais aussi, c'est que maintenant, donc, les grands fonds de pension du nord de l'Europe se retrouvent avec des taux négatifs, donc à moins 4... moins réel, oui. Comment, alors que tu es censé faire fructifier l'argent d'autrui, c'est le principe d'un fonds de pension, y arriver avec des taux négatifs? Je vais vous donner un exemple simple, c'est-à-dire que jusqu'en 2012, l'Allemagne payait à peu près 4 à 5% réel au fonds de pension. Donc si vous aviez une obligation allemande, ça passait de 100 à 105, à 111, à 117, 3 ans, etc. Aujourd'hui, avec des taux négatifs, vous passez de 100 à 94, de 94 à 88, donc la masse de capital ne cesse de diminuer, et à un moment, il n'y aura plus rien à distribuer. Donc les fonds de pension sont en faillite. Donc la première des choses qu'a fait l'euro, ça a été de ruiner l'Europe du Sud, je l'ai longuement expliqué ici. La deuxième, ça a été de ruiner les systèmes bancaires. Je l'ai longuement expliqué ici. Et la troisième, ça va être de foutre en l'air toutes les compagnies d'assurance, toute l'épargne longue et toutes les caisses de retraite. Mais la question que je me pose, c'est qui reste d'autre à ruiner? Je veux dire, c'est que vous pouvez survivre quand vous allez piquer les réserves de quelqu'un. Si j'ose dire, la cigale, elle va attaquer la fourmi qui a quelques réserves, elle lui pique toutes ses réserves, la fourmi peut crever, la cigale n'en a rien à foutre. Mais une fois que vous avez plus de fourmis à attaquer, qu'est-ce que vous faites? Là, il leur reste comme fourmis nos dépôts en fonds propres sur nos comptes bancaires. C'est-à-dire qui sont garantis à hauteur de 10 000, mais pas plus. Ou 100 000, je ne sais plus. 100 000, oui, peut-être. C'est 100 000, je crois. 100 000. Oui, mais ça, s'ils commencent à piquer ça, la consommation va s'écrouler. Ah oui, c'est certain. Parce que les gens... Et puis ensuite, alors, s'ils veulent faire ça, on a eu une longue émission ici sur le Bitcoin. S'il y a des rumeurs que ça se passe... Ah oui. Vous allez avoir... Ça va être très bullish sur le Bitcoin. Si vous allez avoir des tas de gens qui vont se précipiter pour acheter des Bitcoins avec leur compte bancaire. Parce que ça, on ne pourra pas leur piquer. Hein.
C'est ça l'idée. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Alors, il y a une différence essentielle que je voudrais souligner ici entre les États-Unis et l'Europe. C'est qu'aux États-Unis, c'est quand même l'État central qui s'endette pour le compte de l'Amérique. Mais les particuliers, les entreprises, sont dans une situation financière qui va à peu près. Il y a eu un transfert gigantesque de l'État vers les autres, donc c'est pas trop grave. Mais en Europe, ce qui se passe, c'est que les entités endettées sont des États souverains. Donc les écarts de taux, les spreads dont tu parlais tout à l'heure, sont en train de se tendre entre l'Allemagne et la France, entre l'Allemagne et l'Italie, entre l'Allemagne et la Grèce. C'est-à-dire que l'Italie, la France, la Grèce doivent payer de plus en plus par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire que les taux d'intérêt montent pour la France, l'Italie et l'Allemagne, même si la BCE ne fait rien. Pas l'Allemagne, pardon, la Grèce. Même si la BCE ne fait rien. Mais ils ne peuvent pas payer. Ben non. Et donc, aux États-Unis, ça risque de se terminer par ce que je connais par cœur, c'est-à-dire une crise de liquidité. La crise de liquidité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a plus d'idiots que d'argent. On exécute quelques idiots, et puis après, ceux qui ont gardé de l'argent, comme M. Warren Buffett, achètent les actifs de ceux qui ont emprunté pour les acheter à bon compte, et on remet les choses dans l'ordre. Mais là, ce sont des États souverains. Je ne connais pas de façon de faire de l'argent sur un État souverain qui est en train de faire faillite. Je connais de la façon de gagner de l'argent sur les sociétés qui sont en train de faire faillite, parce qu'on peut les racheter leurs dettes, transformer cette dette en equity, prendre le contrôle de la société, vendre des actifs et gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens dans ce métier qui font ça. Mais vous n'allez pas racheter la France. Je veux dire, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas de possibilité d'envoyer des canonnières pour faire payer à la France la dette qu'elle a vis-à-vis du Qatar, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas du tout le même genre de dette. Une dette souveraine, et tu achètes de la dette souveraine parce que les gars qui émettent de la dette souveraine peuvent imposer leur population pour rembourser la dette. Oui, mais comme la population a déjà imposé à 60%, je ne sais pas combien, il n'y a plus rien à imposer. Donc, alors, dans ces cas-là, on est dans un schéma FMI. Et on est dans un schéma FMI, mais si tu prends la France, l'Italie et l'Espagne, c'est 3 fois trop gros ou 10 fois trop gros pour le FMI. Ouais. C'est-à-dire la taille du problème. Mais c'est peut-être exactement ce qu'ils cherchent à faire, qu'on soit too big to fail. Oui, mais too big to fail, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'euro va à zéro. Oui, mais comme le dollar poursuit le même genre de démence... C'est pour ça que je dis aux gens d'acheter des obligations chinoises. On va tous... Il faut acheter des obligations chinoises et de l'or. Tout l'ancien monde va partir en décrépitude et ne vont continuer à monter que la Chine et des pays d'Asie. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens, c'est pour ça que je leur dis. Je vous signale qu'une obligation chinoise, depuis le début de la crise du Covid, c'est monté de 25%, et une obligation allemande, ça a baissé de 7%. Donc ça fait déjà quasiment 30% d'écart en 2 ans sur un placement supposé être sans risque. C'est quand même gigantesque. Donc quand je disais aux gens d'acheter des obligations chinoises, les gens me disaient que j'étais fou. J'ai l'air de moins en moins fou, quoi. Mais je veux dire par là, c'est que dans le premier cas, on a une crise de liquidité. On sait comment ça se règle. Ça se règle par des faillites, l'État qui met de l'argent, qui nationalise quelques banques. C'est pas un problème. Dans le deuxième, c'est une crise de solvabilité. Oui. C'est l'Argentine, c'est le Venezuela, et ça, je sais pas faire. C'est-à-dire, il me semble, et je peux me tromper bien entendu, mais il me semble que l'Europe est en train d'aller vers une crise de solvabilité, ce qui n'a rien à voir avec une crise de liquidité. Et ça, je ne sais pas faire, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est un État qui est tout sauf souple. C'est donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est pour ça que je leur ai dit, vous achetez des obligations chinoises et de l'or, mais je leur ai dit aussi, achetez des airs liquides, parce que ça vaudra toujours quelque chose. Alors, une obligation française. Oui. Si vous vous êtes acheté une hacienda en Argentine qui fait du blé, vous l'avez payé, je sais pas quoi, le peso s'est pété la gueule ou j'en sais rien, mais c'est pas grave, parce que vous faites toujours du blé, vous pouvez toujours l'exporter, c'est à vous, et puis ça bosse. Mais si vous avez acheté une obligation argentine, ça vaut 0. Madame Lagarde, quand elle était au FMI, elle a prêté 78 milliards de dollars à l'Argentine qui ont été perdus en 6 mois. C'est-à-dire c'est la seule personne que je connaisse qui a perdu 78 milliards de dollars en 6 mois. Du coup, elle a été promue à la Banque Centrale Européenne, c'est remarquable. Et nous n'avons de cesse que de l'avoir bientôt Premier ministre de Macron, normalement. Oui, le tandem Macron-Lagarde,
Je peux pas attendre, personnellement. Je peux pas attendre. Je crois que là, vraiment, ce serait un coup à... Mais rigole, mais... Non, je rigole pas du tout. Non, ça m'amuse pas du tout. Ça m'amuse pas. Donc, dans les deux cas de figure, on a quelque chose d'inflationniste. Et alors, je voudrais aussi un tout petit peu parler de ce qui se passe en Russie, parce que c'est assez curieux. Quand on y réfléchit, cette histoire qui se passe en Ukraine, ça a commencé en 2014, 2013, fin 2013, où il y a eu un coup d'État en Russie, où un président de la République, parfaitement élu, a été renversé sous prétexte de corruption par un coup d'État dont tout le monde sait qu'il était dirigé de l'étranger. Bon. Ce président a été... et on a élu des présidents, parce qu'il était très favorable à la Russie, le président. Il voulait passer des accords avec la Russie. On a mis des présidents qui étaient très favorables à l'Europe et aux États-Unis à la place. Très bien. Mais toute la partie nord-est de l'Ukraine est comme une espèce de coin qui rentre dans la Russie. Vous savez, au-dessus de la Crimée, un truc comme ça, un gros coin. Enfin. Et là, ils sont que des Russes. Et les gars qui gouvernent à Kiev ont décidé d'interdire l'usage de la langue russe, d'interdire l'enseignement de la langue russe, les écoles ne pouvaient pas l'enseigner, etc. Alors que tous, ils étaient russophones. Donc il y a eu une espèce de révolte, début de la guerre civile. Les Allemands et les Européens, les Français, sont immédiatement intervenus pour dire on va signer les accords de Minsk. Alors les accords de Minsk, ça prévoyait que l'Ukraine, puisqu'il y a 3 grandes régions, mettons, allait devenir complètement fédérale. Chacune des régions se gouvernerait toute seule, enfin très autonome, et comme ça irait mieux de l'éducation. Et la France et l'Allemagne étaient responsables de l'exécution de cet accord, qui n'avait pas été signé par les Russes, mais accepté par les Russes, mais pas signé. Moyennant quoi, les gars à Kiev ont continué à foutre le bordel, à essayer de gérer, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, je ne sais plus, 7 ans, 8 ans, quand on n'arrivait à rien, et comme les Russes se rendaient compte que ni la France ni l'Allemagne ne faisaient respecter quoi que ce soit aux Ukrainiens, la Russie prend le contrôle des États russophobes. Mmh. Or, c'est déjà exactement ce qu'elle a fait en Géorgie, par exemple. Et alors, tout le monde de pousser des cris d'orfraie en disant « c'est affreux, c'est les Sudètes, c'est Munich, on est reparti, on a... » Ce qu'ils oublient, sans même, c'est qu'il y a quelques années, un peu avant 2014, on a très très bien bombardé la Serbie avec l'OTAN. Et non seulement on a bombardé la Serbie, mais en plus on a forcé la Serbie à se séparer du Kosovo, qui était le cœur historique de la Serbie. Alors maintenant, puis, il y avait eu aussi la Crimée qui avait été un peu la même chose. Donc, pousser des cris en disant que les frontières sont intangibles, c'est aller contre quelque chose qui était très cher à la diplomatie française pendant très longtemps, qui était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein. Une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. S'il y a une partie de la nation qui ne veut pas vivre ensemble avec le reste, on a un problème. Il faut peut-être les permettre de s'en aller. Si j'ose dire, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'Algérie. L'Algérie, c'était comme la France, et puis ça n'a plus été comme la France, quoi. Et donc il y a un moment ou un autre où il faut que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ait lieu, sinon on a des guerres civiles partout, quoi. Les frontières ne sont pas... Les frontières, comme disait la présidente de la Géorgie, c'est les cicatrices de l'histoire. Bon, il y en a quelques-unes qui sont au mauvais endroit, quoi, qui suppurent un peu. Voilà, donc en attendant, résumons sur la situation américaine. On se retrouve dans une situation inflationniste. De crise de liquidité, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et donc de baisse des marchés. Et tant que la crise de liquidité est là, le dollar ne baissera pas. Voilà, et nous avons une crise de solvabilité. Voilà. Qui est encore autre chose. Qui est encore autre chose. C'est-à-dire un scénario argentin. Un scénario... l'Argentine avait mis un taux de change fixe avec le dollar au début des années 80, et puis ils n'ont pas plus tenu que l'Italie l'a fait ou la France, et à bon certain temps, le truc a sauté, quoi. Normalement, l'euro aurait dû disparaître en 2012. Et ce crétin de Draghi a décidé de tuer l'épargne longue
plutôt que de tuer l'euro. Et depuis, ça imprime comme s'il n'y avait pas de lendemain. Sauf que là, avec... Mais regardez simplement le bilan de la Banque Centrale Européenne, qui a dû tripler ou quadrupler en 10 ans, c'est-à-dire qu'ils sont bourrés. Je vous signale que dans le traité de départ de l'euro, il y avait interdiction à la Banque Centrale d'acheter des obligations émises par les États. Or, aujourd'hui, l'année dernière par exemple, la totalité du déficit budgétaire de tous les pays d'Europe a été achetée par la BCE directement. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien pour les autres. Alors, ils achètent nos dettes, mais... Et ils émettent de l'argent en échange. Oui, bien sûr, mais figure-toi, ils n'achètent pas tout, parce que une autre partie, 50% au moins, est achetée autre part sur les marchés, et on ne sait pas par qui. On ne sait pas très bien par qui, parce que c'est toujours difficile. Alors, d'abord, il y a toute la dette ancienne qui peut être achetée. Moi, je parlais des déficits, c'est-à-dire de l'accroissement de la dette. Oui, l'accroissement de la dette. Bon, on peut toujours se payer de la dette ancienne, mais... qu'en général, ils remettent sur les marchés aussi, de toute façon, quand elle arrive à terme. En tout cas, elles sont valorisées avec les marchés. Donc, mais ce qu'il y a de certain, c'est que si l'Allemagne continue à avoir des taux réels à moins 5%, d'après mes calculs, il y a au moins 25 000 milliards d'euros de dette allemande qui a été émise, qui est détenue par des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques centrales, etc. Mais si on continue à les payer à moins 5, ils vont les vider, ils vont les vendre. Bah, évidemment, ils ne sont pas crétins. Et donc, on va avoir une sortie massive des capitaux d'Europe pour aller, je ne sais pas où. Bah, quelque part où ça serait rémunéré. Où ça sera au hasard, ça peut être la Suisse, ça peut être l'Allemagne, ça peut être... Ça peut être le Japon, ça peut être le Japon, c'est pas grand-chose, mais peut-être la Corée, peut-être la Chine. Moi, j'ai choisi la Chine parce que c'était le plus gros. Et puis l'or. Parce que tant qu'à faire de ne pas être payé, autant avoir de l'or, quoi. Ouais. Donc, on a... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a probablement le moment où on arrive, où c'est le ciel mon mari moment. Tu vois ce que je veux dire? Ciel mon mari, bref. Sky my husband. Sky my husband. On est là, on se dit merde, j'ai pas voulu ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est pour ça que l'hypothèse d'une espèce de guerre n'est pas complètement à exclure, parce que quand il y a des guerres, on sait très bien que la Banque centrale va continuer à imprimer. Oui, elle n'a pas le choix. C'est les États-Unis ont toujours financé leur guerre avec des taux négatifs. Et puis, ils peuvent négocier aussi auprès de leur Parlement des budgets spéciaux, Donc, l'imbécilité amène souvent au conflit, quoi, comme on l'a vu dans la guerre de 14, la guerre de 39. Donc oui, je dois dire que pour les marchés financiers, ça fait un petit moment que je dis il est urgent de ne pas perdre d'argent, ça va être difficile de ne pas perdre d'argent. J'ai essayé de donner des pistes, pour l'instant ça marche. Bearish ahead. Voilà, c'est-à-dire que là c'est la corne de brume et on ne voit pas grand-chose devant. Ouais. Donc, c'est vrai que tu fais comme les ours blancs quand ils se cachent la truffe. Voilà. Ils se cachent la truffe pour que les phoques ne les voient pas parce que la truffe est noire. Voilà. On la voit bouger. Donc on rentre dans une période difficile, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, ça risque d'être vraiment au maximum au moment de l'élection présidentielle. Oui, mais c'est pour ça qu'ils essaient de cautériser à droite et à gauche à coups de milliards donnés à EDF, de petits raccords d'emplâtre sur des jambes de bois, pour tenir les uns et les autres à peu près jusqu'à là. Mais il va y avoir aussi une chose absolument dramatique, c'est qu'il y a une hausse du prix de l'énergie, que dans les HLM, ça n'est pas des tarifs préférentiels, et les gens vont se retrouver avec leurs charges, c'est en train d'être négocié partout, qui devraient arriver maintenant. Donc ils sont en train de négocier partout pour essayer que ces redressements de charges arrivent après les élections, mais c'est pas du tout gagné. Donc, parce que quand les gens vont voir des hausses de leurs factures dans les HLM de 20-30% sur l'énergie, ça va leur plaire assez moyen. Oui, et puis les hausses de la bouffe, et les hausses... il va y avoir des hausses partout. Et tout va augmenter sauf les salaires, selon la vieille formule. Sans compter qu'on ne va pas payer plus. Voilà, donc je suis désolé, mais il y a des moments où... Enfin, là où ça me rassure, c'est que pour le Parti communiste français, ça sera toujours la faute du grand capital et des grands actionnaires. Et là, on a eu un très bel exemple cette semaine, que c'était la faute de la famille Muliez, qui, comme ils sont à la tête du groupe Auchan, oui, bien sûr. L'ensemble de leurs salariés émettent autant de CO2 que le reste de la France. Donc, ils sont responsables en tant que famille du CO2 relâché par leur... Non mais... On est quand même là sur du grand n'importe quoi.
Il y a aussi les vaches, dont on ne parle jamais. On n'en parle jamais assez. Donc, je pense qu'on va avoir on risque d'avoir aussi des solutions et des analyses économiques. Le déconomètre va vraiment sauter. Oui, parce qu'on va se retrouver dans des situations effectivement assez inextricables. Et je pense qu'on va avoir des analyses de la part de nos amis de gauche qui vont être stupéfiantes et qui ne vont pas manquer de piquant. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas, on ne vous a pas trop déprimé avec cette analyse un peu monétaire du monde actuel, même si tu as une petite analyse géopolitique. On espère s'en sortir, voilà. Écoutez, on va essayer de tenir bon. On va vous tenir informés s'il y a des choses nouvelles, mais en tout cas... Et si vous avez des obligations chinoises et de l'or, ne les vendez pas. Ne les vendez pas. Même si vous avez gagné de l'argent. Surtout si vous avez gagné de l'argent. N'oubliez jamais qu'il faut toujours vendre ce sur quoi on perd. Jamais ce sur quoi on gagne. Voilà, c'est pas un bullish, c'est un bearish qui vous dit ça. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. J'espère que les studios vous auront plu. C'est un peu nouveau, on n'a pas encore fini nos décorations ici. On va avoir un grand signe lumineux et différentes choses qui doivent arriver. Et merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver nombreux encore la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les médias sociaux et à suivre aussi le délit d'opinion avec Léonard pour l'actualité. Et le DAF est là, mais vous le voyez pas bien, mais il a été très participatif aujourd'hui, il a fait moult bruit, il s'est léché, enfin bon bref, il a fait son boulot de DAF. Son boulot de DAF, mais il commence à s'agacer parce que ça va faire presque 1 heure, donc en principe voilà. Au bout d'1 heure, ça fatigue beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt. À bientôt.